Voilà, donc après tous ces préliminaires de motivation, avec des équations différentielles, pour montrer l'importance de la divisibilité dans les équations sur Z, donc, on va donc maintenant on va étudier de façon plus abstraite l'anneau Z. Alors en tant qu'anneau, avec son addition, sa multiplication, et l'étude de la divisibilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, on va essayer ensuite de le résumer en disant, bah oui, on a étudié la divisibilité. Si on fait ça, c'est parce que la divisibilité est derrière. Voilà. Alors donc, l'anneau, c'est Z plus multiplié, bon, il n'est plus à présenter. Il est intègre, ça, on va s'en servir. En particulier, le fait qu'il soit intègre va faire qu'il va se plonger dans son anneau de dans son corps de fraction. C'est-à-dire que bon, c'est Z est inclus dans Q, hein, les rationnels. Et ça, on va pas s'en priver hein, de regarder ça dans Q, même si dans Q, la divisibilité ne veut plus rien dire, parce que tout le monde divise tout le monde. En tout cas, si on enlève 0, tout le monde se divise, voilà. Hein, puisque diviser, hein, A et B dans un anneau A se divise si A sur B est encore dans A divise B, si B sur A alors est encore dans l'anneau A. Alors, étant donné qu'on est dans un corps, c'est toujours dedans. Quoi. Voilà. On va étudier l'anneau Z comme on étudierait un anneau en général. On va en profiter pour regarder la démarche générale de l'étude de l'anneau. Voilà. D'abord, on étudie les inversibles. Ce qu'on appelle, faut s'habituer à dire, le groupe des inversibles. Quand on a un anneau, maintenant, les inversibles, c'est pas comme dans un corps. Les inversibles sont des éléments un petit peu particuliers. Et quel est le rapport entre les inversibles et l'étude de la divisibilité? C'est que si A est B, et si A divise B et B divise A, alors ils apparaissent. C'est-à-dire que B est égal à A, U pour U inversible. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on se plonge effectivement dans Q. Si A divise B, donc on va avoir B sur A qui va être dans Z, mais A sur B va être aussi dans Z. Mais c'est l'inverse de B sur A, donc ça veut dire qu'on a un élément inversible. Hein, voilà. Donc les éléments inversibles arrivent. Je vous avais dit que la divisibilité, la relation divise, c'est pas une relation d'ordre parce qu'elle n'est pas symétrique. Normalement, on voudrait A divise B et B divise A, alors B égale A. Là, ce serait une jolie relation. Ben non, ce n'est pas le cas. Et il faut détecter les inversibles parce que ce sera vrai modulo les inversibles. Donc c'est une relation d'ordre modulo les inversibles. On va souvent voir les choses. Donc le groupe multiplicatif Z étoile. Alors on met une étoile, il faut faire attention. Là, ça ne veut pas dire qu'on enlève 0. Dans le monde des anneaux, on met une étoile pour désigner le groupe multiplicatif des inversibles. Et bien c'est 1 moins 1. Voilà. Un groupe bien connu. Voilà, c'est la symétrie Z sur 2Z. Voilà. Donc ça veut dire que très souvent, on va avoir des choses qui seront vraies au signe près. Donc ça, on va détecter ça, parce que être vrai au signe près, c'est être égal modulo, être égal au signe près plutôt, c'est être égal modulo les inversibles. Ça, on va retrouver ça assez souvent. Bon, alors le premier truc qu'on va voir, c'est la division euclidienne, le truc vraiment important, qui est capital dans Z, c'est-à-dire que Z est un anneau qu'on appelle euclidien. Il y en a assez rarement, mais disons que dans le cadre du concours, on se débrouille souvent à être sur un anneau, quitte à être sur un anneau, autant être sur un anneau euclidien, parce que c'est là qu'on sait faire le plus de choses, comme par exemple l'anneau des polynômes sur un corps, ou Z. Ça veut dire quoi qui est une division euclidienne? Alors ça veut dire que si on prend A dans Z et B dans Z moins 0, alors
il existe un couple QR tel que A égale BQ plus R, et R est soit nul, soit strictement compris entre 0 et valeur absolue de B. Je fais cette distinction entre nul, vous verrez pourquoi. Là, on a en plus une unicité, et ça c'est important. Voilà. Alors, comment on fait pour construire ce théorème? Donc on peut l'appeler vraiment théorème, hein, voilà. Et ben on prend A et B. Bon, ben, comme B il est non nul, j'ai le droit de diviser par B. Voilà, vous voyez, je me suis plongé dans Q. Et je regarde A sur B, et je regarde sa partie entière, d'accord? Donc Q, ça va être la partie entière de A sur B. D'accord? Et ça veut dire que A sur B est compris entre Q et Q plus 1, avec un sens large ici, un sens strict ici. Bon, alors maintenant, si B est strictement positif, ben, je peux multiplier par B, hein, sans rien changer. J'ai BQ A, disons A, qui va être compris entre BQ et BQ plus B, en multipliant par B, d'accord, au sens large là et au sens strict là, et j'ai gagné, puisque je vais poser R égale A moins BQ, et que R va bien être compris, hein, puisque je soustrais BQ entre 0, ici, et B, qui est égal à la valeur absolue de B. D'accord? Donc là, pas de problème. Maintenant, si B est négatif, bah, j'ai moins B qui est positif, donc j'ai le droit, d'après ce qui précède, de diviser, d'effectuer ma division euclidienne par moins B. Donc A égale moins B, Q plus R, qui est d'ailleurs égal à B fois moins Q plus R, pour se remettre là-dedans, et R est compris entre 0 et strictement plus petit que moins B, mais moins B, là, cette fois-ci, c'est la valeur absolue de B. Donc, on a obtenu l'existence, on va voir l'unicité. Voilà, maintenant, c'est assez facile de démontrer l'unicité. On suppose QR et Q'R, deux couples qui vérifient le théorème. Donc ici, on a un couple là, on a donc cette égalité là, et avec l'autre couple, on a cette égalité là, avec la condition ici sur les restes, d'accord? Bon, je fais comme d'habitude, hein, qui se ressemble, s'assemble, et je vais passer Q' de l'autre côté et R de l'autre côté, et donc ça va me faire BQ moins Q' égale R' moins R. Maintenant, regardez, ici on peut en déduire une inégalité. Regardez-la sur le dessin, elle est claire, hein, vous mettez R et R', bon, peu importe l'ordre dans lequel je mets R et R', vous voyez que la valeur absolue de R moins R' va être strictement plus petite que valeur absolue de B, parce que R et R' sont tous les deux à la fois positifs et strictement plus petits que B. Bon, vous pouvez l'écrire aussi en écrivant une inégalité pour R, une inégalité pour moins R', d'accord? Comme ça, en inversant et en faisant la somme des deux, vous retrouverez la même chose. Mais je pense que c'est plus intuitif comme ça de le voir sur un dessin. Voilà, donc maintenant on va pouvoir prendre la valeur absolue ici des deux côtés, et ça va faire qu'on a une valeur absolue ici égale à une autre valeur absolue, et cette valeur absolue elle est positive, celle-ci, ben, d'après ce qu'on vient de voir, elle est strictement plus petite que B. Comme B est non nul, j'ai le droit de simplifier par B, et je tombe sur valeur absolue de Q moins Q', est compris entre 0 et 1, strictement plus petit que 1. Donc comme Q et Q' sont des entiers, Q moins Q', c'est un entier qui est positif ou nul, mais qui est strictement plus petit que 1, bah, il n'y en a qu'un, c'est 0. Voilà. Et comme c'est 0, ça veut dire que Q égale Q', et comme Q égale Q', je reporte là-dedans, et j'ai R égale R'.
Voilà, donc ça veut dire que j'ai terminé ma preuve. Maintenant, quel est le rapport avec la divisibilité? Eh bien oui, la divisibilité, c'est que comme R est unique, on va avoir une existence et une unicité, je peux faire ma division euclidienne. Si R égale 0, alors j'ai B qui divise A. Si R est non nul, alors si mon R est non nul, je ne peux pas avoir, vous voyez, supposons que B divise A, d'accord? J'écris ma division euclidienne, j'ai R ici, mon reste qui est non nul, mais si B divisé A, il existerait un T tel que A égale BT, mais ce serait contraire à l'unicité de la division euclidienne. D'accord? Donc, la division euclidienne devient un vrai test de divisibilité. Si R est nul, on effectue, donc on veut savoir si B divise A, on effectue la division euclidienne de A par B. Si R est nul, alors B divise A. Si R est non nul, alors B ne divise pas A. Donc c'est un test absolu de divisibilité. Voilà. Alors maintenant, on ouvre un autre volet, idéaux et sous-anneaux. Pourquoi idéaux et sous-anneaux? En gros, parce qu'on n'est pas dans les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels, on arrive dans la structure, on a des morphismes, on regarde le noyau et l'image, et noyau et image sont des sous-espaces vectoriels. Donc on étudie voilà, les sous-espaces vectoriels. Là, il y a une dissymétrie dans le monde des anneaux, c'est-à-dire qu'on arrive dans le monde des anneaux, on crée des morphismes, et là, les noyaux sont des idéaux, et les images sont des sous-anneaux. Voilà, bon. Et on va s'intéresser ici aux idéaux. Qu'est-ce que c'est qu'un idéal? C'est une partie de l'anneau A, l'idéal d'un anneau A, hein, tel que I plus pour l'addition de A, c'est un sous-groupe, et quelque chose d'un petit peu plus fin qu'être stable par la multiplication interne, c'est que si X est dans I et A dans A, alors AX appartient à I. Voilà. Donc c'est très proche de la divisibilité, puisque on va avoir cette propriété va impliquer que dès que l'on a un élément dans I, on va avoir tous ses multiples. Voilà. Hein, donc tous les gens que lui divise. Donc c'est lié à la divisibilité. Ensuite, bon, un idéal, c'est toujours un noyau et toujours un idéal. Bon, d'abord. En gros, parce qu'un noyau, c'est l'ensemble des f tel que f de x va donner 0, l'ensemble des x tel que f de x, où f c'est le morphisme, va donner 0, et 0 a un caractère absorbant. Hein, d'accord. Si x égale 0, alors a fois 0, ça fait 0. Vous voyez? I, le noyau, va hériter en quelque sorte du caractère absorbant de 0. Donc c'est ce qui s'exprime un petit peu ici. Donc un noyau, donc c'est un idéal. Réciproquement, c'est pas difficile de voir que avec les structures quotients, qu'un idéal, c'est toujours un noyau. Donc on perd pas de généralité à étudier les idéaux en étudiant, en voulant étudier les noyaux. Maintenant, proposition, on va étudier les idéaux de Z, voilà, fait partie de ce qui nous intéresse dans un anneau, et là ça va être particulièrement simple. Si on prend n dans Z, j'appelle n fois Z, c'est l'ensemble des nx tel que x dans Z, donc c'est l'ensemble des multiples de n, eh bien, il se trouve que c'est un idéal. Donc en particulier, comme c'est un idéal, c'est un sous-groupe de Z. Réciproquement, si on part d'un sous-groupe de Z, donc en particulier si c'est un idéal, alors
on va pouvoir trouver un n tel que h égale nz, et n est unique au signe près. Hein, d'accord? C'est-à-dire que si on en trouve deux, c'est qu'ils sont égaux modulo les inversibles, c'est-à-dire modulo les signes. Voilà. Alors ça, c'est une proposition qui va... faut pas croire que c'est général. D'abord, c'est très difficile en général de classifier tous les idéaux dans un anneau. Et surtout, en général, l'ensemble des idéaux est strictement inclus dans l'ensemble des groupes, quoi. Hein. Alors, bon, faut pas s'habituer à ce luxe. Mais voilà. Alors, la preuve, bon, bah, d'abord, c'est facile de voir que nz, c'est un idéal. D'abord, quand on ajoute des multiples de n, bah, ça nous donne un multiple de n, puisque par distributivité. Ensuite, c'est absorbant, c'est-à-dire que quand on multiplie nx par un élément quelconque de z, ben on a un multiple de nx, donc on a un multiple de n, donc c'est un multiple de n. Donc voilà, c'est un idéal. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, la réciproque. On va partir d'un idéal et on veut montrer qu'il est de la forme nz, et en fait, on peut partir juste d'un sous-groupe. On n'a pas besoin d'un idéal. Donc ici, je pars d'un sous-groupe. S'il est nul, il n'y a pas de problème, je prends n égale 0. S'il est non nul, eh ben, j'ai un élément non nul. Mais comme c'est un sous-groupe, je peux toujours multiplier par moins 1, disons prendre l'opposé, hein, quitte à prendre l'opposé, je peux toujours le supposer strictement positif. Voilà, donc il est strictement positif ici. Et j'ai H inter, les naturels strictement positifs, qui est non vide. C'est un ensemble non vide. Comme c'est un ensemble non vide, je peux toujours prendre un élément minimal. Donc, qu'est-ce que c'est que n? Il est caractérisé par le fait qu'il est minimal, strictement positif, dans H. Voilà. Comme n est dans H, forcément, n plus n, c'est-à-dire 2n, est dans H, parce que H est stable par plus. Mais n va être dans H, etc. Donc on a tous les multiples de n positifs. Mais comme H est un groupe, moins n est aussi dans H. Et donc on a tous les multiples négatifs aussi de n. Et donc globalement, on va avoir tous les multiples tout court, et puis on a 0, bien sûr, évidemment, et on va avoir nz qui est inclus dans H. Maintenant, je vais montrer la réciproque, que H est inclus dans nz. Voilà, maintenant, réciproquement, il va falloir montrer que H est inclus dans nz, donc on aura H égale nz. Donc je vous rappelle que on a fixé un sous-groupe H de n, et on a pris non nul, et on a pris le minimum de H inter z plus étoile, c'est-à-dire n, il est strictement positif, il est dans H, et il est minimal. Voilà. Donc, maintenant, je pars d'un élément petit a de H, et je veux montrer qu'il est multiple de n. C'est-à-dire, je veux montrer qu'il est divisible par n. Et donc, je veux faire la division de a par n et voir si le reste est nul. Donc ici, c'est le critère de divisibilité. Donc ici, on a a égale nq plus r. Ça, c'est ma division euclidienne. Avec r compris entre 0 et n a priori, mais a posteriori, je veux que r soit nul. Mais comme n est dans h, d'accord, c'est un min, donc il est dans h, on a vu que comme n est dans h, nq est dans h, tous les multiples vont être dedans, hein. On l'a vu par un processus additif et soustractif, on va avoir nq dans h et a dans h, d'accord? Donc la différence est encore dans h, donc r est dans h. Mais maintenant, r est strictement plus petit que n, et il est dans h, par minimalité, et forcément, il ne reste à r qu'à être égal à 0. D'accord? Et donc, on a montré que n divise a. Et donc, on a montré ça. Voilà. Donc, maintenant, on a l'égalité. Et maintenant, l'unicité au signe près.
ben, je suppose que nz égale n'z. Et ben, qu'est-ce qui va caractériser la... Alors, je prends n dans z maintenant. N et n' sont dans z. Comment caractériser, à partir de ce sous-groupe, la valeur absolue de n, d'accord? Et ben, la valeur absolue de n, ici, c'est le plus petit positif, alors on suppose que n est non nul, c'est le plus petit strictement positif qui soit dedans, d'accord? Voilà. Donc, comme les deux groupes sont égaux, bah, le plus petit strictement positif des deux groupes, c'est le même, puisque les groupes sont égaux, c'est une évidence. Donc, valeur absolue de n est égale à valeur absolue de n'. Et donc, n' et n sont égaux au signe près. Voilà. Donc, on a l'existence et la quasi-unicité, toujours modulo les inversibles, ce qu'on va retrouver tout le temps dans le monde des anneaux. Voilà. Alors, finalement, en conclusion, les idéaux, bah, on les connaît, tous les idéaux de Z. Tous les sous-anneaux aussi, il se trouve que c'est la même chose, mais c'est parce que ce sont des sous-groupes, et les sous-groupes aussi. Donc là, vraiment, on est en terrain conquis dans Z. On connaît tout. Voilà, on fait une vidéo qui parle des idéaux. Les idéaux, donc, c'est normalement des parties de l'anneau, ici c'est Z, ça a pour propriété d'être un sous-groupe pour l'addition, et puis d'être stable par la multiplication par l'anneau, c'est-à-dire là par Z. Et on a vu que ces idéaux-là, les idéaux de Z, ils sont classifiés. Ce sont des idéaux de la forme NZ, et on a même N unique si on décide qu'il est positif. Voilà. Alors on notera ça, NZ, comme ceci, juste le N pour éviter une écriture surchargée. Bon, c'est aussi des sous-groupes, mais c'est aussi l'ensemble des sous-groupes. Mais bon, voilà, là, c'est tellement exceptionnel pour Z qu'on passera là-dessus. Maintenant, regardons l'ensemble des idéaux. Et on voit qu'il est muni d'un ordre. Ben oui, l'ordre, c'est tout simplement l'inclusion, d'accord? Donc c'est l'inclusion des idéaux. Voilà, donc c'est un ordre, il faut le prendre puisque c'est un ordre. Il y a une addition. Alors, effectivement, on peut ajouter deux idéaux. On prend un idéal I, on prend un idéal J. Et ben, c'est comme pour les sous-espaces vectoriels, c'est l'ensemble des x plus y avec x dans I et y dans J. C'est effectivement un sous-groupe, parce que l'addition est commutative. Si on fait x plus y plus x' plus y', on peut repasser x plus y plus x' plus y plus y', voilà, je l'ai dit. Et puis c'est stable par multiplication par l'anneau, parce que c'est distributif et que I et J sont stables puisque ce sont des idéaux. Voilà, donc I plus J, c'est un idéal. Comme on l'a vu avec les sous-espaces, c'est bien de le caractériser. Et la caractérisation de I plus J, c'est que c'est le plus petit idéal qui contient I et J. D'accord? Parce que s'il contient I et J, alors il contient forcément I plus J parce que c'est un idéal, donc il est stable par plus. Et inversement, I plus J contient I et J. Et voilà. Donc, tout se passe bien là-dessus. On a aussi une autre opération, c'est l'intersection. Ben oui, ça c'est clair que l'intersection de deux idéaux, ce sont des idéaux. Pareil, on peut le caractériser. L'intersection de I et J, c'est le plus grand idéal qui est contenu à la fois dans I et dans J. Voilà. Bon, très simple. Et puis, il y a un produit. Alors là, c'est un petit peu plus fin. Il faut faire attention quand on fait le produit. Si vous faites le produit, juste le produit, bon, pour Z, tout est trop simple, tout marche bien. Mais en général, ça ne marche pas. Si vous prenez juste les produits, vous remplacez plus par multiplie ici, en général, vous n'avez pas une définition d'idéal parce que vous avez du mal à montrer que c'est un groupe pour l'addition. Donc, on prend la somme des xk, yk avec xk dans i et yk dans j, et ça fait un groupe, et après un idéal, c'est clair. Voilà. Alors donc, je vous rappelle que tout idéal de z est de la forme nz,
qu'on va l'écrire comme ça, n entre parenthèses, et que n est positif, va être unique si on le choisit positif. Voilà, alors voilà un tableau sur pourquoi les idéaux de z correspondent au nombre. D'abord, donc ici, ben, l'idéal, on lui fait correspondre un unique nombre n. L'inclusion maintenant, puisque c'est ordonné, ben, deux idéaux sont inclus l'un dans l'autre, ben, si m divise n, d'accord? Alors ça, c'est un adage qu'il faut tout le temps avoir en tête. Avec le problème avec l'ordre, c'est que ça ne va pas dans les deux sens, donc c'est bien de se faire des systèmes mémotechniques pour pas se perdre, parce que des fois, on ne sait pas qui est plus petit et qui est plus grand. On sait qu'il y a une relation, mais on ne sait pas dans quel sens. Peut-être un peu de dyslexisme, je ne sais pas, mais ça fait du bien de savoir que diviser, c'est contenir. Vous voyez, lui, il divise, m divise, et là, c'est contenir. D'accord ? Et c'est logique, hein, parce que si m divise n, alors tout multiple de n est multiple de m. Donc ça, c'est inclus dans ça. Voilà. Donc, en particulier, si je prends un idéal maximal, alors ce que j'appelle un idéal maximal, c'est un idéal, d'accord, qui est maximal pour la relation d'ordre là-dedans, sauf A. Évidemment, l'idéal Z, ici, d'accord, en fait, lui, Z, j'aurais dû le mettre ici là-dedans, Z, lui, c'est un idéal, il correspond au nombre 1, d'accord, c'est l'unité. Donc lui, c'est de la triche, évidemment, c'est le plus grand. Mais sinon, il y a des idéaux qui sont maximaux, ou si vous préférez presque maximaux, c'est-à-dire différents de A, mais on dit les idéaux maximaux, ça veut dire que ce n'est pas l'idéal total. Ben, si on appelle P un idéal maximal, différent de Z, ça veut dire que, ben, puisqu'il est maximal pour l'inclusion, ça veut dire qu'ici, il est minimal pour la divisibilité, sauf 1, d'accord ? Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un nombre premier, c'est-à-dire personne ne le divise, à part lui-même évidemment, et 1. Voilà. Maintenant, voilà pour l'ordre, d'accord ? Maintenant pour l'addition, ben, quand on ajoute deux idéaux, ça va faire un idéal. Cet idéal est forcément engendré par un élément unique, que j'appelle D. Et bien D, c'est tout simplement ce qu'on appelle le PGCD de M et N. Et ça, c'est grâce à la caractérisation. Étant donné que I plus J, c'est le plus I plus J, c'est le plus petit idéal qui va contenir I et J, d'accord ? Ça va vouloir dire que D est le plus grand pour la divisibilité, d'après diviser c'est contenir. D est le plus grand pour la divisibilité, nombre qui divise à la fois M et N. Voilà, vous traduisez juste les choses comme ça, c'est vite fait. Maintenant, vous prenez l'intersection M inter N. Donc c'est l'idéal engendré par M inter l'idéal engendré par N. C'est un idéal, donc il est engendré par un élément que j'appelle mu, qui est unique si on le prend positif, et mu, c'est ce qu'on appelle le PPCM. Hein, pourquoi ? Parce que l'intersection de deux idéaux, c'est le plus grand idéal qui est contenu dans I et J, donc ça veut dire que mu est le plus petit pour la divisibilité, qui va être multiple, ou dont petit m et petit m, que petit m et petit n divisent. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes. Maintenant, moins important, quand on prend m fois n, donc la multiplication de deux idéaux, m fois n, forcément, si on prend un multiple de m et un multiple de n, et qu'on les multiplie, on n'a forcément que des multiples de grand M, c'est-à-dire le produit mn. Voilà. Donc c'est bien d'avoir ce tableau en tête. Comment, à un moment, on s'est mis
à idéaliser les nombres et à dire on va plutôt traiter avec les nombres, on va traiter avec les idéaux, parce que les opérations sont beaucoup plus naturelles. On ne sait pas d'où ça vient le PGCD, le PPCM, alors que la somme, l'intersection, le produit, l'inclusion, tout ça, c'est des choses vraiment naturelles. En plus que l'inclusion, c'est un véritable ordre, alors qu'on a vu que sur Z, on n'avait pas vraiment, la divisibilité n'était pas un ordre. Voilà, donc tout ça, c'est de la pub pour les idéaux. Déjà, le mot est vendeur. Hein. Alors, on va essayer de raconter maintenant une histoire, tout un enchaînement de propriétés qui partent de l'existence du PGCD et d'une forme de construction, et jusqu'au ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, TFA. Voilà. D'abord, et en passant par des résultats vraiment essentiels que l'on commentera un petit peu. Alors, d'abord, on avait pris un idéal, un autre idéal, ils sont tous sous cette forme, d'accord, engendrés par un élément, donc A et B. On fait la somme, et là, on obtient forcément un idéal, et donc un élément unique, si on le suppose positif. Et c'est le PGCD de A et B. Alors, quand on se rappelle que contenir, c'est diviser, et que l'on voit que cet idéal, c'est le plus petit idéal qui contient à la fois A et B, et ben, on traduit tout ça et on obtient la chose suivante, donc qui va être la caractérisation du PGCD, c'est que si un entier divise A et un entier divise B, alors cet entier divise D. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans ce sens-là. Dans ce sens-là, étant donné que D divise A et B, eh ben, ça, ce sens est évident. Mais regardez ça, ça veut dire que quand on a un élément qui divise deux nombres, alors on peut se ramener, cette condition, cette restriction, nous ramène à un seul nombre, B. D'accord? Donc, voilà. Et s'il y avait n nombres par récurrence, hein, l'addition elle est associative, donc ici on a une opération de PGCD à plusieurs éléments qui va être associative. Bon, eh ben c'est pareil, vous avez delta qui va être divisé par n nombres, et ben vous pouvez vous ramener à partir de ces n nombres à qu'un seul, et donc vous avez un test beaucoup plus simple. Donc ici, c'est une simplification de la relation divise quand elle est en système. Voilà. Une autre caractérisation du PGCD, plus simple, disons que ça c'est une propriété du PGCD, sa grande force. Pour montrer qu'on a bien un PGCD, eh ben, c'est un diviseur qui est combinaison linéaire, Z linéaire. Voilà. Alors, pourquoi? On voit bien que si D est PGCD de AB, alors ce qu'on va avoir, c'est que A, qui est l'idéal engendré par A, qui est inclus dans cet idéal-là, est donc inclus là-dedans, donc D divise A, et de la même manière D divise B, donc ça, c'est pas un problème. Et comme D, il appartient à l'idéal engendré par D, donc à ça, ben forcément, il est de la forme UA plus VB, de toute façon, A plus B, c'est l'ensemble des éléments qui sont de cette forme-là. Donc dans ce sens-là, ça va. Dans l'autre sens, bah, si D divise A et B, et D se met sous la forme UA plus VB, bah, puisqu'il se met sous la forme UA plus VB, il est là-dedans. Et s'il est là-dedans, donc D est forcément un élément de ça. Maintenant, il faut montrer que c'est un générateur, c'est-à-dire il faut montrer que D divise tous les éléments qui sont de cette forme-là. Et bien oui, puisque D divise A et B, D divise tous les éléments qui sont sous cette forme-là. Et donc l'unicité vient de l'unicité du générateur positif. Donc on a la réciproque et l'unicité nous donne l'égalité. Voilà. Maintenant,
avec ça, on montre le lemme de Gauss. Le lemme de Gauss, ça va être le pivot qui va nous faire basculer vers le TFA. Alors, donc, on dit que A et B sont premiers entre eux si le PGCD de A et B, c'est 1. On suppose que A divise le produit BC et que le PGCD de A et C est égal à 1. Alors, ça implique que A divise B. Alors, ce qui est important, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Encore une fois, regardez le côté simplificateur. Hein. On avait une divisibilité compliquée, et on se ramène à une divisibilité simple. Encore une fois. Notez que, étant donné que la relation divise est une relation transitive, si A divise B, comme B divise BC, A divise BC. Donc, dans ce sens-là, pour compliquer, c'est facile en quelque sorte, d'accord? Mais pour simplifier, c'est difficile. Bon, c'est souvent ça les maths. Hein. Et donc, il faut regarder ce lemme de Gauss comme un lemme de simplification et comme une espèce de réciproque contre-intuitive à la transitivité. Hein. A divise BC, eh ben oui, on veut simplifier, et A divise B, à condition que le PGCD de A et C égale à 1. Et la preuve est extrêmement simple si on pense à cette identité, dont je n'ai peut-être pas dit qu'elle portait un nom, c'est l'identité de Bezout, hein, d'accord, et qui se calcule, il y a des algorithmes pour ça, et puis l'algorithme le plus célèbre, c'est l'algorithme d'Euclide, qui permet de trouver U et V. Hein. Alors, comment on va montrer le lemme de Gauss? On va mettre l'identité de Bezout pour A et C, puisqu'ils sont premiers entre eux. Il existe U et V tel que UA plus VC égale 1. Je multiplie par B, donc ça fait UAB plus VBC égale B, d'accord? Maintenant, comme A divise BC, il va diviser ce membre-là. A divise évidemment AB, donc UAB même, il divise ce membre-là, donc il divise la somme et il divise B. Voilà, c'est le lemme de Gauss. Il sert tout le temps. Voilà. Ensuite, le lemme d'Euclide. En fait, le lemme d'Euclide, c'est presque équivalent au lemme de Gauss, vraiment avec très peu d'hypothèses sur l'anneau, date intègre ou des choses comme ça. Bon, on a un lemme de Gauss et un lemme d'Euclide qui sont équivalents. On prend P premier. Je vous rappelle que P premier, ça veut dire que il n'est divisible que par 1, disons plus ou moins 1, et lui-même, ou plus ou moins lui-même. Alors, P premier, si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Voilà. Bon, ça vient de quoi? Étant donné qu'il est divisible que par 1 ou lui-même, soit P divise un élément, hein, par exemple B, soit P divise B, soit P est premier avec B. D'accord? Puisque le seul diviseur commun de P et B, il pourrait être P si P divise B, et sinon, c'est forcément 1, puisqu'il est diviseur de P, et donc vous n'avez pas le choix. Donc, vous pouvez interpréter là le fait P divise AB. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire soit P divise B, ok, donc on a P divise B. S'il divise pas B, alors il est premier avec B. Et donc dans ce cas-là, vous appliquez le lemme de Gauss, et donc il divise A. D'accord? Voilà. Alors, c'est simple, mais là, c'est là qu'il y a une confusion qui vient se mettre en arithmétique et qui a mis peut-être du temps dans la tête des mathématiciens depuis Euclide pour différencier les deux. On a ce lemme d'Euclide, ça devait être clair pour Euclide, hein, il rapproche deux notions. Il identifie deux notions. La notion d'irréductibilité. Alors, on va leur donner des noms à ces notions. Ce que je vais appeler irréductible, c'est P est irréductible si P ne peut pas se décomposer. Bon, vous allez me dire, il peut toujours se décomposer en 1 fois quelque chose, mais vous refusez de mettre des unités dans la décomposition, des inversibles dans la décomposition.
Donc, P, bon, il est obligé de se décomposer. 6, il n'est pas irréductible parce que 6, c'est 2 fois 3. 3, il est irréductible parce qu'on ne pourrait pas faire une telle décomposition, à part une décomposition avec des inversibles comme 1 fois 3, moins 1 fois moins 3, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'irréductibilité. Premier, c'est justement cette notion P premier, si quand P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Voilà. Et ça, ce sont des notions qui, au départ, sont distinctes, mais elles sont confondues parce que quand on travaille dans Z ou dans le cas de X, quand on a un premier, on a un irréductible et inversement. Alors, en général, dans un anneau, on va dire intègre, et ben, quand on est premier, on est forcément irréductible. Mais quand on est irréductible, on n'est pas forcément premier. Et dans Z, premier et irréductible, c'est pareil. Les deux notions coïncident. Voilà. Maintenant, le lemme d'Euclide permet de montrer le théorème fondamental de l'arithmétique. Qu'est-ce que c'est? On prend un entier non nul, alors il peut se décomposer en plus ou moins, toujours les unités, et en premier, donc un produit de PI, NI, on a, avec les PI premiers, hein, bien sûr, hein, premier, et l'existence est facile, mais l'unicité n'est pas tout à fait. Après, on l'utilisera tellement qu'on a l'impression que c'est très facile, mais l'unicité n'est pas facile. Il y a unicité à permutation près, si on prend les nombres premiers positifs, hein, vraiment, et puis là on met, évidemment ça ce sera le signe, donc ça il y a unicité du signe, et ici il va y avoir unicité de la suite des pays à permutation près, donc on a unicité de ces NI pour un A fixé et pour un I fixé. Voilà. Unicité de la décomposition. Alors pourquoi d'abord ça existe? Alors ça c'est très facile. Pourquoi on peut décomposer un nombre en nombre premier? Regardez, hein, vous prenez un nombre, soit il est premier, dans ce cas-là il est décomposé lui-même en nombre premier, soit il ne l'est pas, dans ce cas-là ce nombre A il va se décomposer en B fois C, et par récurrence, vous aurez montré que donc B et C sont strictement plus petits que A. Prenons A positif, hein, comme ça c'est facile, quitte à multiplier par moins 1. Donc A est égal à BC. B et C sont strictement compris entre 1 et A, d'accord, puisque B et C ne sont pas des unités. Et donc ils sont strictement compris entre 1 et A. Donc on peut faire une récurrence, hein, sur A. Et B va se décomposer, C va se décomposer. Et puis l'initialisation, on le fait pour 1, puis c'est terminé. Voilà. Unicité, ça c'est plus difficile quand même. Donc on suppose qu'il y en a deux, mais ça veut dire qu'on a P1, N1, PK, NK, et vous avez P'1, N', jusqu'à P', K', parce qu'il n'y en a pas forcément autant, hein, de nombres premiers, N', K'. Bon, alors on va utiliser le lemme d'Euclide. Pensez bien le lemme d'Euclide par récurrence, hein, vous voyez que si on a P divise A1, A2, A3 jusqu'à AN, ça veut dire qu'il en divise 1 parmi les AI. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'assez clair, c'est juste une récurrence. Bien. Donc maintenant, vous supposez ici, vous avez N1 qui est positif, ici, strictement positif, donc P1 qui va diviser le membre de gauche, donc P1 divise le membre de droite, hein, et maintenant vous écrivez le membre de droite comme ceci, vous appliquez le lemme d'Euclide, le lemme d'Euclide général, hein, à N, et vous allez voir que forcément, quand vous avez deux nombres premiers, si l'un divise l'autre, alors forcément ils sont égaux. Je prends des nombres premiers positifs. Hein, alors maintenant vous avez P1 qui divise ceci,
ben, ça veut dire qu'il aura forcément, d'après ici, il va diviser l'un de ceux-là, d'accord? Et comme P1 est premier et que tous ces facteurs sont premiers, le fait qu'il divise va impliquer qu'il sera égal. Donc, on pourra dire, ben, par exemple, c'est P'1, P1 ce sera égal à P'1, et après, dans cette égalité, on simplifie par P1 et on fait une récurrence descendante qui va converger, c'est pas quelque chose de difficile. Voilà, donc le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est l'unicité de la décomposition en premier, et ça, et qui sont aussi des irréductibles, hein, l'unicité de la décomposition en irréductible. Voilà, c'est un schéma général qu'il faut bien connaître, et bon, je suis peut-être allé un petit peu vite sur l'épreuve, mais ce qui est important, c'est de comprendre ce déroulement, hein, pour la grecque, quoi, voilà. On va donner quelques conséquences du théorème fondamental de l'arithmétique. La première conséquence, c'est qu'on a des fonctions bien définies, qu'on va appeler nu indice P, pour tout P dans P, comme ceci. Alors ça, c'est l'ensemble des nombres premiers. On va choisir un représentant, donc des positifs, hein, ici. Donc on prend les nombres premiers positifs. Ici, on regarde nu P de z moins 0 dans n, qui à a donne nu P de a, d'accord? Et c'est quoi nu P de a? Eh bien, c'est la puissance de P dans a. Puisqu'il y a unicité de la décomposition, d'accord? A se décompose en premier, eh bien, soit P est dans la décomposition, et dans ce cas-là, il y a un exposant qui est bien défini, strictement positif, qui est complètement déterminé par le théorème fondamental, puisqu'il y a unicité de cette décomposition, donc il y a unicité de cette puissance, hein, on compte le nombre de fois qu'il y a P dans la décomposition, et si P ne divise pas A, c'est que nu P forcément est égal à 0. Alors donc on appelle ça les p-évaluations, ces fonctions, ce sont les p-évaluations. Donc par exemple, je vais dire, tiens, la p-évaluation, la 5-valuation de 60, c'est 1, d'accord? Donc voilà, hein, la 2-valuation de 60, bah, ça va être 2, parce que 60, hein, c'est 2 puissance 2, je ne me trompe pas, fois 3, fois 5, d'accord? Donc là, la 2-valuation de 60, c'est 2. La 3-valuation de 60, c'est 1. La 5-valuation de 60, c'est 1. La 7-valuation de 60, c'est 0. Et on peut dire là, parce que l'unicité, parce que P1. Voilà. Alors maintenant, on revient à la divisibilité, et la divisibilité dans tout ça, il ne faut jamais la perdre de vue, hein, en arithmétique, hein, parce que c'est pour elle qu'on fait tout ça, hein, pour développer un peu cet outil qui nous permet après de résoudre des équations, tout ça. Alors, A divise B, bah, si et seulement si, bah, pour tout P dans P, donc pour tout P premier, bah, le nu P de A est inférieur à nu P de B. Hein. Alors, bah oui, si nu P de A est inférieur à nu P de B, bah, pour tout P, bah, ça veut dire que quand on va diviser B par A, on va tomber sur un produit de premier avec des exposants positifs, puisque quand on va diviser, les exposants vont se soustraire. Donc ici, on va avoir des exposants positifs, donc on va être dans Z, et on va multiplier par une unité, donc on va rester, de toute façon les unités, hein, on peut diviser par des unités, multiplier par des unités, et on reste dans Z. Donc on reste dans Z, et ça veut dire que B sur A est dans Z, donc A divise B. Donc dans ce sens-là, ça va. Voilà, et réciproquement, hein, on veut montrer que si A divise B, alors forcément nu P de A inférieur à nu P de B, eh ben, il suffit de montrer qu'on ne peut pas avoir, quand on prend, donc on regarde l'entier B sur A, d'accord? On regarde sa décomposition en premier, et ce qu'il faut montrer, c'est qu'on ne peut pas avoir une décomposition avec un négatif au
en exposant, un exposant négatif d'un nombre premier. Et ça, c'est assez simple à voir, parce que si on avait un nombre négatif, d'accord, si on avait un T, donc qui est le quotient de B sur A, qui se décompose en P1 avec des puissances, et qu'on a des puissances négatives, d'accord, alors on en aurait des positives et des négatives, d'accord, et des positives, hein, d'accord, voilà, K plus 1, on en a des positives, ben, on prendrait toutes les négatives, on les passerait de l'autre côté, d'accord, ici on le décomposerait en nombre premier, donc toujours avec des puissances positives, d'après le théorème, et on n'aurait pas unicité de la décomposition, ce serait contre Donc on ne peut pas avoir une décomposition d'un entier avec des puissances négatives. Voilà, c'est pas possible. Et donc ça implique ceci. Alors maintenant, avec ça, on peut avoir une nouvelle interprétation du PGCD. Le PGCD de AB, ben, on se rend compte que ça doit être le plus grand pour la divisibilité qui divise A et B, et ben on se rend compte que forcément sa décomposition, hein, dont on sait qu'elle est unique en facteur premier, c'est P puissance, ben forcément il faut le min de nu de P de A et nu P de B. D'accord? Et pour le PPCM, il faut le max parce que ce sera le plus petit qui divisera les deux. Forcément, comme il divise les deux, bah, le nu P du PPCM est forcément plus grand que nu P de A et nu P de B à cause de 2. Mais maintenant, comme par minimalité, parce que c'est le plus petit, bah, ça doit être le max de cela. Voilà. Alors maintenant, avec ces deux formules, bah, quand on va multiplier les deux, on va ici ajouter les exposants, et on a le min et le max. Quand on ajoute le min et le max de deux éléments, ben on a tout simplement la somme des deux éléments. Et ce qui va faire que, hein, d'accord, parce qu'il y en a un qui sera le min, imaginons que ce soit nu P de A, donc forcément le max ce sera nu P de B, et quand on va ajouter les deux, ce sera nu P de A plus nu P de B, et quand on va utiliser la propriété de l'exposant, hein, que l'exposant de la somme, c'est le produit des exposants, et bien ici, on va avoir A fois B. D'accord? Donc ça, cette formule, elle est claire. Je veux faire un petit résumé de ce qu'on a fait depuis le début. On est parti de Z, et ce qu'on a trouvé, c'est une division euclidienne. En gros, bon, je vous passe les détails, mais en gros, que Z est euclidien. D'accord? En tant qu'anneau, il est euclidien. On a donc démontré qu'il était principal, c'est-à-dire que tous ces idéaux sont de la forme NZ avec pour un N dans Z. Ça, c'est important. De la principalité, on en a déduit Bezout, une identité de Bezout. Ça, c'est important aussi parce qu'on a pris les idéaux, on a ajouté les idéaux, et en ajoutant les idéaux, ça nous donne, par principalité, un élément unique. Alors, Bezout. Maintenant, à partir de la principalité, on a aussi trouvé le PGCD et le PPCM. Alors, le PGCD et le PPCM, et l'identité de Bezout, c'est pas pareil, hein, d'accord? Donc, le PGCD, c'est bon, bah, ça venait de la somme des idéaux, et le PPCM de l'intersection des idéaux. Et le PGCD aussi était lié ici à Bezout. Donc là, c'est une petite liaison, mais il faut faire attention. On a montré le TFA, donc le théorème fondamental de l'arithmétique, cette unicité en facteur irréductible, de la décomposition en facteur irréductible, et ben, c'est-à-dire qu'on a démontré que Z était ce qu'on appelle factoriel. D'accord? Et on a vu une deuxième interprétation du PGCD et du PPCM qui ne dépend que du fait que Z est factoriel. C'est-à-dire on a une définition, mais si Z n'avait pas été principal, avec factoriel, ça aurait marché. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour un anneau intègre, regardez bien ce schéma,
Si vous montrez qu'il est euclidien, que vous avez une division euclidienne, alors ça demande aussi des précisions, alors vous avez directement qu'il est principal. C'est un schéma qu'on va retrouver en général, en particulier pour k de x, pour l'anneau des polynômes, principal. À partir du moment où il est principal, on va avoir une notion de PGCD et de PPCM, et on aura une relation de Bezout. D'accord? Mais si vous avez un anneau et qu'il est uniquement factoriel, c'est-à-dire unicité de la décomposition en irréductible, alors vous avez quand même un PGCD et un PPCM grâce à ces formules-là. Mais vous n'aurez pas Bezout, parce que Bezout demande principal. Voilà un schéma qu'il faut bien avoir en tête, sachant que dans la théorie des anneaux, il y a un contre-exemple à toutes les réciproques. Vous avez des anneaux qui sont principaux sans être euclidiens, qui sont bezoutiens sans être principaux, qui ont un PGCD et PPCM sans être principaux, tout ça possède un contre-exemple à la réciproque. Voilà, je crois qu'on a fait quelque chose d'assez copieux, et puis là maintenant, comme tout ce qu'on avale qui est copieux, faut digérer.